Bonjour mes chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous demande pardon une autre fois pour cette longue durée d'absence, mais les conditions étaient plus fortes que moi. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de commencer la révision avec les élèves de la troisième année. Nous allons se préparer à l'examen plutôt régional ou au régional. Nous allons commencer tout d'abord par les conjonctions, pardon, par les conjonctions de coordination ou la coordination. Alors, en français, il y a 7 conjonctions de coordination. Sont comme suit: mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, le sens de chacune de ces conjonctions, on commence tout d'abord par mais. Alors, mais, c'est une conjonction de coordination qui sert à exprimer l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? Je peux dire aussi le contraire. Regardez cet exemple-là. On a elle est riche, mais il habite une petite cabane. Et normalement, les riches n'habitent pas des petites cabanes, mais dans des villas, de grandes maisons, ainsi de suite. Je peux dire aussi, elle est gentille, mais personne ne l'aime. Normalement, une personne qui est gentille, elle est aimable de tout le monde. On a ou. Alors le ou sert à exprimer le choix ou bien l'alternative. Par exemple, tu veux du thé ou du café? Et si on lui donne 2 propositions et il va faire un choix entre les deux. Je peux dire un deuxième exemple. Tu préfères partir ou rester encore un peu? C'est-à-dire, est-ce que tu veux partir ou tu veux rester encore un peu? Et concernant la conjonction et, et, il sert à faire l'addition ou bien la succession. Alors l'addition, c'est-à-dire ajouter une chose à une autre. Et la succession, c'est d'être successif, 2 choses successives. Il a invité ses amis et ses camarades de classe. Il a invité ses amis et ses camarades de classe. Alors, je peux dire aussi, Ahmed aime les voyages et la nature. Elle aime les voyages et la nature. Alors maintenant, nous allons voir la conjonction de coordination donc. Alors donc sert à exprimer la conséquence ou aussi le résultat. D'accord? On a ici, tu n'as pas dormi tôt, donc tu ne te réveilleras pas tôt. Ça, c'est une conséquence. On peut dire aussi, il pleut, donc je prends mon parapluie. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Puis on a, pardon, la conjonction de coordination or. Alors, il sert à exprimer l'opposition ou bien l'enchaînement. Alors, je peux dire qu'il y a une grande ressemblance entre la conjonction or et la conjonction ou, la conjonction mais. Alors, donc, or, j'ai dit sert à exprimer l'opposition ou l'enchaînement. On a ici, elle a beaucoup révisé, or, elle a eu une très mauvaise note. Normalement, celui qui révise, il obtient de bonnes notes. Donc, normalement, les élèves qui révisent ou bien qui travaillent bien, il obtient de bonnes notes. Mais celui-là, il a obtenu une mauvaise note. Donc, ici, il y a une opposition entre la première phrase et la deuxième. Voilà. Alors, donc, on a ni. Alors, ni, ou bien la conjonction ni, remplace et dans une phrase négative. Comment? Donc, je vais vous ajouter ici une autre information, pardon. Alors, ni, c'est une conjonction de coordination qui se répète 2 ou plusieurs fois dans la même phrase. Comme dans l'exemple n'a, il n'a ni stylo ni cahier. Donc, on a dit que ni, il remplace et dans une phrase négative. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase négative? C'est une phrase qui contient ne pas, ne jamais, d'accord? Alors voilà, donc je peux dire aussi, ce pauvre garçon
n'a ni père ni mère. Je n'aime ni le rouge ni le noir. Je ne bois, d'accord, par exemple, ni thé ni café. Ce sont juste des exemples. Et la dernière conjonction de coordination, c'est car. Alors, car, il sert à exprimer la cause. Regardez l'exemple là. Elle a pris son manteau car il fait froid. D'accord? Je dirais aussi, je dors tôt car je suis fatiguée. Je dors tôt car je suis fatiguée. Voilà. Alors donc, ça c'est pour les conjonctions de coordination. C'est une leçon très facile, bien sûr, que vous trouverez chaque année dans l'examen régional. Donc, pour mieux comprendre, nous allons essayer de faire cet exercice. On a mettez à la place des points la conjonction de coordination convenable. Mais où est donc cornicard? Regardez la première phrase. On a les jeunes émigrent clandestinement. Les pays européens refusent de leur donner des visas. Donc ici, la conjonction de coordination convenable, c'est car. Les jeunes émigrent clandestinement car les pays européens refusent de leur donner des visas. Elle est timide, elle répond toujours aux questions du professeur. Et si je peux dire elle est timide, mais elle répond toujours aux questions du professeur, comme je peux dire aussi elle est timide, or elle répond toujours aux questions du professeur. Pour t'inscrire, prends 2 photos, 2 enveloppes timbrées et un certificat de scolarité. La phrase D. Je n'ai pas son nouveau numéro de téléphone, donc je n'ai pas pu le contacter. E. L'équipe nationale jouera au stade de Rabat ou à celui de Casablanca. Donc ici, on a deux propositions, soit Rabat, soit Casablanca. Il ne peut pas sortir. Pourquoi? Car il a neigé toute la nuit. Il ne peut pas sortir car il a neigé toute la nuit. Il s'est absenté. Il était malade. Donc, on dirait il s'est absenté car il était malade. La dernière phrase, cet enfant rêve de devenir médecin ou avocat. Cet enfant rêve de devenir médecin ou avocat. Et comme ça, on a terminé l'exercice. Bien, alors donc la deuxième leçon que j'ai décidé de vous donner, c'est le subjonctif présent. Comme vous le savez, c'est un temps qu'on utilise beaucoup dans la subordonnée circonstancielle. Alors, voici quelques verbes ou bien quelques exemples de verbes usuels. D'accord? Donc, on a ici les 2 auxiliaires. Il faut que j'ai. D'accord? Il faut que tu aies. Il faut qu'il ait. Il faut que nous ayons. Que vous ayez. Qu'il ait. Puis, on a l'auxiliaire être. Que je sois. Que tu sois. Qu'elle soit. Que nous soyons. Que vous soyez. Qu'elle soit. Et puis, je vais vous donner ici un exemple de chaque groupe de verbes. Alors, comment conjuguer les verbes de premier groupe au subjonctif? Bien sûr, que plus le pronom personnel, que je. Et les verbes ici prennent les terminaisons de présent de l'indicatif, sauf nous et vous. Elles prennent celle de l'imparfait. Que je parle, que tu parles, qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Donc, regardez ici. Alors, tous les verbes ici, ou bien tous les pronoms personnels, sont conjugués au présent de l'indicatif. Que je parle, que tu parles, qu'elle parle, Alors, concernant nous et vous, que nous parlions,
que vous parliez IONS et EZ. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Et dernièrement, qu'il parle ENT. Donc, cette règle-là, on l'applique pour tous les verbes de premier groupe qui se terminent par ER. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe. D'accord? Alors, vous allez me dire ici comment, madame, on a finir et dormir, les deux verbes se terminent par IR et on a un verbe de premier et l'autre c'est de troisième. Un verbe de deuxième groupe et un autre de troisième. Regardez. On a ici finir et se termine par quoi? IR. Et on a dormir et se termine par IR. Donc, nous allons voir comment distinguer un verbe de deuxième groupe d'un autre de troisième. L'astuce, c'est très facile. Je conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Finir, je dirais je finis, tu finis, elle finit, nous finissons. Vous finissez, ils finissent. Donc, lors de la conjugaison, on a ajouté deux S. Donc, ici, c'est un verbe de deuxième groupe. Et concernant le verbe dormir, je dirais je dors, tu dors, il dort, elle dort, nous dormons, vous dormez, elle dort, elle dort. Donc ici, je n'ai pas ajouté les deux S, donc c'est un verbe de troisième. D'accord? Bien, revenons maintenant au subjonctif présent. Pour conjuguer les verbes de deuxième groupe au subjonctif présent, donc il suffit d'effacer le R. Regardez, ce R-là, je l'efface. J'ajoute deux S, plus les terminaisons de présent de l'indicatif, sauf nos évos, comme d'habitude, celle de l'imparfait. Je finisse, que je finisse, que tu finisses, qu'elle finisse, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'elle finisse, qu'elle finisse. Un deuxième exemple, comme le verbe choisir, je dirais que je choisisse, que tu choisisses, qu'elle choisisse, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'elle choisisse, qu'elle choisisse. Et puis on a le verbe dormir ici, c'est un verbe de troisième, donc je dirais que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'elle dorme, qu'elle dorme. Passons maintenant à un ensemble de verbes donc de troisième groupe. On a le verbe écrire. Donc, je dirais que j'écrive, que tu écrives, qu'il écrive, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'elles écrivent, qu'elles écrivent. Lire, que je lise, que tu lises, qu'elle lise, que nous lisions, que vous lisiez, qu'elle lise, qu'elle lise. Partir, que je parte, que tu partes, qu'elle parte, qu'elle parte, que nous partions, que vous partiez, qu'elle parte, qu'elle parte. Le verbe ouvrir, pardon, que j'ouvre, que tu ouvres, qu'elle ouvre, que nous ouvrions, que vous ouvriez, qu'elles ouvrent, qu'elles ouvrent. Sortir, que je sorte, que tu sortes, qu'elle sorte, qu'elle sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'elle sorte, qu'elle sorte. Le verbe tenir, c'est un verbe de troisième qui se termine par IA. Donc, que je tienne, que tu tiennes, qu'elle tienne, qu'elle tienne, que nous tenions, que vous teniez, qu'elle tienne, qu'elle tienne. Que je vende, pour le verbe vendre, pardon. Que je vende, que tu vendes, qu'ils vendent, qu'elles vendent, que nous vendions, que vous vendiez, qu'elles vendent, qu'elles vendent. Le verbe venir, que je vienne, que tu viennes, qu'elles viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'elles viennent, qu'elles viennent. Le verbe voir, que je vois, que tu vois, qu'elle voit,
qu'elle voit, que nous voyons, que vous voyez, qu'elle voit, qu'elle voit. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse, qu'elle fasse. Et ici, je vais vous ajouter deux verbes, ou bien deux autres verbes que je vois pour moi très importants au subjonctif. C'est savoir et faire. Pardon, on a déjà fait ici. Donc, c'est savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'elle sache, qu'elle sache. Et pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'elle puisse, qu'elle puisse. Voilà, comme ça donc on a terminé le subjonctif. Maintenant, l'imparfait. Alors, comme vous le savez, les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. Donc, vous aurez besoin de ces deux temps-là parce que vous allez rédiger un texte narratif dans lequel, bien sûr, vous allez conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé simple. Alors, commençons tout d'abord par les deux auxiliaires. Les deux auxiliaires à l'imparfait, être et avoir. Alors, l'auxiliaire être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes de premier groupe à l'imparfait? Alors, je vais faire un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe de premier groupe? C'est un verbe qui a à la fin ER. Tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. C'est un verbe de troisième groupe. Alors, pour conjuguer ces verbes-là, même aller, même s'il fait partie du troisième groupe, mais donc je peux appliquer cette règle. On a ici je. Alors, on a le verbe marcher. Tout simplement, on l'efface ER et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont ces terminaisons de l'imparfait? Sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voici le verbe maintenant marcher. On a effacé ER et on le remplace par les terminaisons. Je marchais, tu marchais, il marchait, elle marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait, elle marchait. Un deuxième verbe, manger. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, elle mangeait, nous mangions, vous mangiez, elle mangeait, elle mangeait. Alors, comme vous voyez ici, vous allez me dire donc pourquoi on n'a pas effacé le E ici, tout simplement pour ne pas dire manguer. Je manguais, tu manguais. D'accord? C'est un cas exceptionnel pour ce verbe-là, manger. Voilà, ça c'est pour les verbes de premier groupe. Passons maintenant à ceux du deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe, c'est comme suit. On efface ER, on le remplace par deux S, comme vous voyez ici, plus les terminaisons de l'imparfait déjà cité. Alors, deux S, AIS, deux S, AIS, deux S, AIT, deux S, IONS, deux S, IEZ, deux S, AIENT. Voilà. Donc, le verbe finir ici, on a dit je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, et il finissait, elle finissait. Le verbe, par exemple, blanchir. Nous allons effacer R, on le remplace par deux S plus les terminaisons. Je blanchissais, tu blanchissais, il blanchissait, elle blanchissait, nous blanchissions, vous blanchissiez, elle blanchissait, elle blanchissait.
Les verbes de troisième groupe, alors, comme d'habitude, sont des verbes irréguliers. Voilà. Donc, les terminaisons restent toujours les mêmes. D'accord? Les terminaisons de l'imparfait restent toujours les mêmes. On a ici le verbe vouloir, ou bien les verbes vouloir, connaître et dire. Alors, pour le verbe vouloir, on a effacé war et on le remplace par les terminaisons. Je voulais, tu voulais, il voulait, elle voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait, elle voulait. Le verbe connaître, pardon, je connaissais, tu connaissais, il connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, il connaissait, elle connaissait. Le verbe dire, je disais, tu disais, il disait, elle disait, nous disions, vous disiez, il disait, elle disait. Voilà. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'imparfait, nous allons parler bien sûr du passé simple. Nous allons voir le passé simple après, comme j'ai déjà dit. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner comme ça des notions ou bien des mots très importants à connaître. Nous allons commencer tout d'abord par l'auteur. Alors, le jour de l'examen, bien sûr, vous trouverez la première question de la compréhension sera l'auteur du texte, puis le nom de l'œuvre ou bien le titre de l'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ou bien qui est un auteur? C'est la personne réelle qui écrit ou a écrit l'histoire. Le narrateur, celui ou celle qui raconte l'histoire. Alors, le narrateur emploie la troisième personne, il, elle, lorsqu'il est extérieur à l'action, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas partie de l'action. Et il emploie la première personne, je, lorsqu'il joue un rôle dans l'histoire. On parle dans ce cas de narrateur-personnage, c'est-à-dire il narre et en même temps c'est un personnage dans l'histoire racontée. Et qu'est-ce que c'est qu'un personnage? C'est la personne imaginaire, fictive, qui joue un rôle dans l'histoire. Il peut s'agir d'un personnage principal ou de personnages secondaires qui n'intervient que de temps à autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un personnage principal? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a donc un très grand rôle, ou bien qui parle beaucoup, d'accord, ou bien qui intervient beaucoup. Alors qu'un personnage secondaire, donc, il n'a qu'un rôle dans lequel il ne parle pas beaucoup. C'est bon. Alors donc, vous avez travaillé aussi le rôle d'un dialogue dans le récit. À quoi sert un dialogue? Alors, un dialogue sert ou bien permet de révéler le caractère ou les sentiments des personnages. Donc, je peux dire aussi que le dialogue, il a une action ou bien une fonction, pardon, une fonction informative. Il nous donne plus d'informations sur les personnages, sur leur comportement, leurs sentiments, ainsi de suite. Elle fait avancer l'action, c'est-à-dire elle accélère le rythme dans un récit. Un dialogue est nettement séparé du récit par la ponctuation, c'est-à-dire comment connaître un dialogue dans le récit. Donc, il est séparé du récit par la ponctuation, c'est-à-dire il y a des tirets devant chacune des répliques des personnages, des guillemets pour encadrer le dialogue et un tiret à chaque changement d'interlocuteur. Donc ici, quand vous trouverez des tirets dans un récit, sachez très bien qu'il y a un échange de paroles entre les personnages de cette histoire. Et puis on a le personnage qui parle et annoncé, et ces paroles sont introduites par des verbes de parole qu'on appelle aussi des verbes introducteurs. Par exemple, dire, répondre, murmurer, s'exclamer, etc. Alors, ces indications peuvent être données sous la forme de propositions incises.
Alors, la proposition incise aussi, vous l'avez travaillée. Elle commence toujours par un verbe introducteur conjugué au passé simple, plus le sujet et des informations sur le sujet. Maintenant, je vais essayer de faire un petit rappel concernant la situation, ou bien pardon, la structure narrative en 5 étapes ou le schéma narratif d'une nouvelle. Alors, la structure narrative se compose de 5 étapes. Ce sont comme suit. La situation stable, appelée aussi la situation initiale. L'événement déclencheur ou l'événement inattendu. Les péripéties, qu'on peut appeler aussi les événements ou les actions. Le dénouement ou la solution. Et dernièrement, la situation finale. Donc, la première étape, la situation stable, toujours dans la nouvelle, elle se caractérise, ou bien le récit en général, elle se caractérise par la stabilité, le calme, elle est toujours tranquille. Et bien sûr, dans laquelle on trouve la plupart du temps donc des verbes d'état conjugués à l'imparfait pour faire la description. On décrit par exemple le cadre spatio-temporel, les personnages, ainsi de suite. Et puis, donc, la deuxième étape, c'est l'événement inattendu ou bien déclencheur. Alors, cette étape-là commence toujours par un mot déclencheur. Par exemple, soudain, tout d'un coup, tout à coup, brusquement, un jour, un matin, un soir. Alors, directement après le mot déclencheur, on commence à conjuguer les verbes au passé simple, des verbes d'action. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième étape, l'événement inattendu ou bien déclencheur? C'est comme il nous donne ou bien il nous provoque un problème. D'accord? C'est comme il nous donne ou bien il nous provoque un problème auquel nous devons chercher une solution. Alors, voici dans la deuxième étape, on a un problème. Pour arriver à la solution ou bien au dénouement, alors toutes les actions et tous les événements par lesquels on passe, on les appelle des péripéties ou bien des actions ou des événements. Voilà, on est passé par un ensemble d'événements, on a trouvé la solution. Voilà, donc on résout le problème dans cette étape et on arrive à la situation finale, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Et voilà, c'est ça le schéma narratif ou bien la structure narrative en 5 étapes. Maintenant, je vais essayer de vous donner des consignes ou bien des sujets de rédaction que vous allez essayer de travailler parce que la plupart du temps, aux examens régionaux, vous trouverez des sujets comme ceux. Alors, tu as rencontré un enfant orphelin qui vit dans des conditions difficiles. Raconte un récit d'environ 12 lignes. Dans quelles circonstances il vivait, la réaction envers lui et les sentiments que tu as éprouvés à son égard. Alors, qu'est-ce que c'est, ou bien qu'est-ce que ça veut dire un orphelin? C'est quelqu'un dont les parents sont morts, l'un des parents ou bien les deux. On dirait qu'il est orphelin. Voilà, le sujet B. Un jour, pendant les grandes vacances, alors que tu te promenais dans la ville, tu as été témoin d'un vol de bijouterie. Raconte en précisant le temps, le lieu de l'événement et ta réaction. Ta réaction, c'est qu'est-ce que tu as fait envers ce sujet-là? Alors, soit dans le premier, le deuxième et le reste de sujets que je vais lire. La réaction, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réagi? D'accord? Pardon. Alors, le sujet numéro 3. Au cours d'un repas en famille, vous assistez à une scène drôle, c'est-à-dire qui fait rire, comique. Exemple, morceau de viande difficile à couper, plat sans sel, une façon bizarre de manger. On vous a donné ici des exemples. Tu peux choisir et tu as aussi 3 points de suspension, c'est-à-dire tu peux
Si tu as un autre, comment on dit ça? Alors, si tu as donc une autre scène drôle, tu peux donc parler d'elle. Alors, raconter en une douzaine de lignes cet événement, en précisant ses circonstances et en l'indiquant les sentiments que vous avez éprouvés. D. Le professeur vous demande d'écrire un petit récit dans lequel vous racontez une journée particulière, spéciale, passée dans un lieu que vous aimez. Par exemple, la forêt, la mer, le lac. Voilà. Le dernier sujet, un jour, ton frère ou ta sœur a cassé un objet à la maison. D'accord? Par exemple, un vase, une télévision, un ordinateur. Mais tes parents t'ont puni à sa place. C'est-à-dire, tu n'étais pas fautif, c'est ta sœur ou ton frère, mais tu étais puni à sa place. Rédige une histoire d'une douzaine de lignes en t'aidant des éléments suivants. De quoi vous allez parler dans le texte? Dans quelles circonstances? Comment tes parents se sont comportés avec toi? Quels étaient tes sentiments et ta réaction? Comment l'histoire s'y terminait? Voilà. Donc, nous allons parler aussi de champ lexical. C'est une question que vous trouverez dans l'examen régional. La question, c'est comme suit. Relève dans le texte deux mots ou bien trois mots qui appartiennent au champ lexical 2. D'accord? Et il vous détermine un champ lexical. Nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que c'est que ce champ lexical. Un champ lexical est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une idée ou bien à une même idée ou un même thème. Il peut être constitué de mots de la même famille, mais aussi des synonymes ou d'autres mots qui ont un rapport avec le thème. C'est-à-dire quoi le champ lexical? C'est un ensemble de mots du même thème. D'accord? On a ici le champ lexical de l'arbre. Racine, feuille, sève, bûcheron, pin, pommier. Champ lexical de la peur, effrayant, trembler, affolé, truie. Je peux dire aussi le champ lexical de légumes, par exemple, je dirais pommes de terre, tomates, carottes, salade, aubergine, courgette. Champ lexical de l'école, professeur, élève, tableau, blouse, bureau, stylo, trousse, cahier. Champ lexical de fruits, par exemple, je dirais avocat, abricot, grenade, orange, banane. D'accord? Alors, c'est ça le champ lexical. On a ici un exercice que vous allez travailler. Indiquez à quel champ lexical appartiennent les mots de chaque série. La pie, corbeau, mésange, perroquet, pigeon. Alors, ces mots ou bien cette liste de mots appartient auquel champ lexical? Abeille, moustique, bourdon, mouche, fourmi. Camion, ambulance, limousine, camping-car. Classe, élève, instituteur, c'est-à-dire professeur, bien enseignant, cartable, cahier. Joie, peur, colère, tristesse. Diagnostiquer, médecin, patient, poule. Alors, essayez de déterminer le champ lexical de chaque liste de ces mots-là. Passons maintenant à la proposition incise. Alors, une proposition incise est une proposition indépendante ou principale que l'on introduit à l'intérieur
ou à la fin d'une autre proposition pour indiquer qu'on rapporte les paroles ou les pensées d'une personne ou d'un personnage. Exercice. Soulignez les propositions incises dans chaque phrase. Donc la phrase A, on a c'est faux, vous mentez, crie-t-il. Donc la proposition incise ici, c'est crie-t-il. Alors comme j'ai déjà expliqué, toujours elle commence par un verbe introducteur. Et bien sûr, on a le sujet. La deuxième phrase, bravo, s'exclama Julien en gibillant. Alors, s'exclama Julien en gibillant, c'est la proposition incise. S'exclama, c'est un verbe introducteur. Julien, c'est le sujet. En jubilant, c'est son comportement ou bien c'est une information sur le personnage sur le personnage ou bien le personnage sujet. On l'appelle sujet ou bien le personnage. La phrase c'est je m'en vais, ajouta-t-il joyeusement. La proposition incise, ajouta-t-il joyeusement. Ajouta, c'est le verbe introducteur. Il, c'est le sujet. Joyeusement, c'est sa manière de parler. C'est un adverbe de manière. Puis on a, si tu continues à me parler encore une fois de cette manière, hurla papa, je te promets que tu le regretteras. La proposition incise, c'est hurla papa. D'accord? Hurla, papa. Alors, hurla, c'est le verbe introducteur et papa, c'est le sujet. Pardon. La dernière phrase, ou bien l'avant-dernière. Bon, d'accord, déclara la mère, mais tu ne prendras qu'un seul biscuit. Alors, déclara la mère, c'est la proposition incise. Déclara, c'est le verbe introducteur. La mère, c'est le sujet. Et la dernière phrase, je n'ai assez de me tromper, soupira Vanessa en balayant les bouts de gomme de son cahier d'exercice. Donc, le verbe introducteur ou bien la proposition incise, c'est soupira Vanessa en balayant les bouts de gomme de son cahier d'exercice. Soupira, le verbe introducteur, Vanessa, c'est le sujet en balayant les bouts de gomme de son cahier d'exercice. Ce sont des informations sur le sujet ou bien c'est son comportement. Et comme ça, on a terminé la proposition incise. Donc, écoutez, pour les personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que la proposition incise, donc c'est une proposition ou bien une petite phrase comme celle-ci qu'on ajoute dans la réplique pour montrer qu'on transmet les paroles ou bien qu'on rapporte les paroles ou les pensées d'une personne. Voici par exemple ici, il a dit je n'ai assez de me tromper. C'est ce qu'il a dit Vanessa. Alors, mais l'autre phrase, on l'a ajoutée pour montrer au lecteur qui a dit ça et comment il a fait. Voilà. Donc, au revoir, à la prochaine.